14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Si je vous pose la question, aimeriez-vous que votre partenaire couche ailleurs ? Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'entre vous qui répondraient oui. Néanmoins, je ne crois pas qu'on puisse vraiment répondre avec certitude de la manière dont on réagirait, tant l'adultère est un événement qui bouscule notre vision de l'amour. Avec Philippe Arlin, nous allons ensemble vous aider à analyser ce qui se passe en nous quand on découvre l'infidélité de son ou sa partenaire, parce que aujourd'hui, je crois que les sexes se rejoignent, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont presque à égalité sur la question de l'infidélité, même s'il y a quand même une prédominance encore masculine. Bref, en quoi ça touche notre désir ? Pourquoi est-ce parfois si douloureux ? Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de pardonner ou qu'au contraire, on se sent à nouveau très amoureux et envahi par des désirs incontrôlables ? Même si de nombreux couples se séparent lors d'une infidélité, ce n'est pourtant pas une fatalité et j'aimerais que cette émission vous permette de mieux comprendre tout ce qui se joue afin peut-être que vous puissiez vous reconstruire parce que comme après toute épreuve, il y a toujours la possibilité d'en sortir meilleur. Je vous invite en tout cas à venir témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Philippe Arlin, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors il y a quelques années, quand on me posait la question qu'est-ce qu'il faudrait qui avance pour que la sexualité aille mieux, je disais il faudrait qu'on arrive à dépasser le drame de l'infidélité. Alors je ne sais pas si je le dirais encore aujourd'hui, mais quand même, je pense que c'est un sujet qui est souvent assez mal abordé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'aborder avec vous, parce que je sais que vous avez une compréhension de ce que c'est que l'amour, la sexualité, et que c'est pas toujours très très bien compris. Le problème, c'est le mot drame. Bah oui, c'est un drame pour beaucoup de gens. Voilà. Mais et ça devrait pas. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, et je n'essaye pas de minimiser la chose, mais c'est important de comprendre pourquoi il y a encore ces enjeux théâtraux, parce que le drame c'est bien du théâtre, pourquoi il y a encore ces enjeux théâtraux autour de quelque chose qui, comme vous le dites, existe quand même de manière assez majoritaire dans beaucoup de couples, mais on va le voir, je pense, c'est parce qu'il y a encore une fois une sexualité qui ne se dit pas, qui ne se parle pas, il y a des désirs qui ne sont pas prononcés, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas savoir, et cette partie du on ne veut pas savoir, quand elle se révèle, c'est ça qui devient dramatique. Donc je pense qu'une meilleure communication autour de la sexualité pourrait permettre de mieux accueillir, et non pas d'encourager, de mieux accueillir ce type d'accidents, d'incartades. Et puis, bon, on va le voir, je pense, avec les témoignages, il n'y a pas 2 adultères qui se ressemblent. Et il n'y a pas 2 manières de réagir qui se ressemblent. Et puis, il n'y en a pas de bonne. Il faut faire avec soi. Et on verra aussi qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond. Il y a d'abord, on essaye de pardonner, on essaye de passer. Et puis, quelques mois, voire 1 an après, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à pardonner, qu'on n'a pas réussi à passer. C'est souvent ce cap-là qui est le plus difficile. C'est... ok, je décide de rester, mais si c'est pour mener une vie... ça sans cesse sur le tapis, et ben voilà, l'autre finit par ne plus supporter, ou même nous, on finit par ne plus y arriver parce qu'on n'arrive pas à retrouver la confiance, on n'arrive pas à reconstruire. Donc, de toute façon, c'est complexe, mais je pense que ça l'est parce que quelque chose n'est pas posé dans la racine du couple. Déjà, peut-être, il faut analyser 2 choses. Il y a adultère et adultère entre... une relation sexuelle d'un soir après une soirée un petit peu entre collègues où on aura picolé et qui, finalement on l'aura fait alors qu'on aurait pu très bien ne pas le faire si on avait été plus sobre, hein, on est d'accord. Et puis une relation parallèle qui dure depuis des années, c'est pas tout à fait le même adultère déjà. Bon, ce qui me gêne juste dans votre premier exemple, Brigitte, c'est collègue. Parce que le problème, c'est que le ou la collègue, on va le revoir le lendemain. Et c'est là que ça pourrait justement poser problème. Bon, alors donc on va dire un exemple d'un soir de quelqu'un qu'on ne connaît pas plus que ça. Non, parce qu'effectivement, le piège, il est dans cette relation affective qui s'établit. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a certaines relations où, certes, on ne consomme pas, mais ce qu'on fait relève pour moi beaucoup plus de l'adultère qu'un simple rapport sexuel avec rien, pas d'échange, pas de lien réel. Alors, ça n'engage que moi, et j'essaierai de le détailler, mais
c'est vrai qu'il y a une différence entre avoir un amant ou une maîtresse, maintenir une deuxième relation, et donc en plus, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, le mensonge, d'avoir une double vie, et un accident, une coucherie, on va dire une coucherie d'un soir ou d'un matin. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Et alors la deuxième chose qui, je me semble-t-il, est importante à dire, c'est qu'au fond, on va être très 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 choqué, blessé, malheureux d'une relation sexuelle qui aurait été avec quelqu'un d'autre, mais on va pas être jaloux de, par exemple, notre thérapeute, de notre partenaire qui va aller voir un thérapeute pendant des années et qui va lui confier des choses bien plus intimes qu'il ne nous... Et donc on voit bien là aussi que c'est encore une fois cette notion de sexe qui prend des proportions très très importantes, alors que finalement parfois c'est là que je voulais en venir. C'est exactement, oui. Je pense qu'on se connaît assez pour savoir que là-dessus, on doit être assez d'accord. La complicité qui peut s'établir justement avec le ou la collègue. Je vais beaucoup parler d'eux aujourd'hui parce que ce sont vraiment les ennemis du couple. Quand on en vient à plus parler à son ou sa collègue de ce qu'on vit, de son travail, de ceci, de cela, qu'à son ou sa propre partenaire, là, pour moi, il y a un problème. Et souvent... Pourquoi il y aurait un problème d'ailleurs ? Mais si on parle de fidélité, de priorité, c'est qu'il y a tout d'un coup une personne extérieure au couple qui devient prioritaire. Excusez-moi, à ce moment-là, ça peut être la mère, ça peut être le chien, ça peut être son meilleur ami. On est bien d'accord, ça dépend de la place. Mais souvent, moi, ce qui peut m'amuser en cabinet, c'est quand ce type d'exemple va être sollicité en disant « Oui, on est en train de se balader, il reçoit un message de sa collègue, il répond alors qu'on est en... » Bon. La réponse est oui, non, mais il n'y a rien entre nous, on ne s'est pas embrassé. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous dites, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas été dans le physique, on a le droit à tout. On a le droit à tout. Voilà. Bah oui, c'est pour ça. Et là, je pense qu'il y a une hypocrisie. Et c'est là que je reviens sur ce que je dis. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas posé en termes de c'est quoi la sexualité. Il y a un espèce de présupposé sexualité égale amour. Même si on est capable d'entendre que c'est pas forcément le cas, on continue à analyser le rapport sexuel comme une déclaration d'amour. Et là, je pense qu'il faut qu'on avance sur ça. Il y a des rapports sexuels qui sont des déclarations d'amour, évidemment et heureusement. Mais il y en a beaucoup qui n'en sont pas du tout, ou plutôt des déclarations d'égoïsme. Donc il y a tout ça à réfléchir. Donc là, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses qui peut-être vous aident à mieux comprendre tout ce qui se joue dans cette question. Puis la dernière chose, évidemment, ça touche notre estime de nous-mêmes, que l'autre puisse aller voir ailleurs. Ça veut dire que je le satisfais pas. Voilà, ou en tout cas, je suis pas tout pour lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut être tout pour l'autre ? Déjà, essayons d'être tout pour soi. Ou tout à soi. Mais non, mais bien sûr. Mais ça, ça a la vie dure. C'est construit depuis la nuit des temps, ce genre de croyances. Et puis, même si on est capable mentalement, de manière raisonnable, de le remettre en cause, on continue à réagir malgré tout au nom de mais ça veut dire que je lui plais plus, mais ça veut dire qu'il est pas satisfait. Et on va même aller plus loin. J'entends quand même encore trop souvent des femmes et des hommes qui se forcent un peu à avoir une sexualité pour être sûr que l'autre n'aille pas voir ailleurs. Donc mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de sexe à la maison pour que il ou elle ne soit pas obligé ou amené à aller en chercher à l'extérieur. Je trouve que c'est une vision très bizarre de la sexualité, et y compris de l'autre et de sa gestion de ses besoins. Mais bon, on va voir. On va parler de tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre société, en ce 21e siècle, l'adultère n'est plus une faute. Donc voilà. Ça montre quand même que sur le plan sociétal, on avance. Est-ce que sur le plan individuel, on avance ? C'est ce qu'on va savoir à 16h. On verra. Ça dépend de nos émotions. Ça dépend. Allez, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. Quel que soit votre témoignage, ça fera avancer tout le monde, parce que c'est... Comme vous le savez, cette émission, on la fait tous ensemble. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Philippe Arlin est avec nous et nous abordons la douloureuse question de l'infidélité. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et on va commencer avec vous, Catherine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Vaste sujet que vous abordez aujourd'hui. Eh oui, mais en même temps, chaque histoire, on va le voir tout au long de ces 2 heures, chaque histoire est une histoire différente et c'est en ça que c'est un vaste sujet aussi. Et sur lequel il ne faut pas faire de généralité, parce qu'effectivement, on va être sur des émotions, des humanités différentes et des cas différents. Je suis bien d'accord avec vous, c'est sûr. Et oui, moi, en ce qui me concerne, ça m'a mené au drame, c'est-à-dire, voilà, ça m'a mené au divorce. Après avoir tenté pendant 8 années de surmonter, voilà, de surmonter. Donc, vous étiez en couple donc depuis longtemps? Oui. Alors j'étais mariée il y a 8 ans. On est resté mariés 30 ans. D'accord, donc voilà. C'est un vrai couple depuis longtemps. Voilà. Votre compagnon donc a une aventure ou c'était quoi? Il en a eu plusieurs. Bon, j'ai eu des moments où j'ai eu des doutes, mais bon, sans plus, on va dire, parce qu'il arrivait toujours à retomber sur ses pieds, comme on dit, quand je l'interrogeais ou quand j'essayais de savoir. Voilà, sauf qu'il y a eu une fois où nous étions en vacances et voilà, il s'est fait avec un membre de sa famille une soirée avec deux prostituées, quoi, en fait, voilà. Et je l'ai su. Voilà, je l'ai su. Il me l'a, après l'avoir cuisiné pendant des jours, il me l'a avoué ensuite. Et après, il s'est rétracté. Voilà. Donc, ça a été comme ça en yo-yo pendant pas mal de temps. Et voilà, je demandais juste de me dire la vérité, quoi, parce que je savais que ça avait existé, je savais que ce qui s'était passé. Je voulais juste qu'il me... En fait, je crois que j'aurais pardonné, j'aurais pu passer outre s'il m'avait... s'il avait fini par m'avouer, quoi, s'il me l'avait dit. Voilà. Sauf que ça n'a pas été le cas. Il est resté sur son déni pendant de nombreuses années, pendant 8 ans en fait. Je ne t'ai jamais trompé, jamais trompé. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Et en fait, ça m'a complètement détruit, déséquilibré. Je pense que ce qui a détruit et déséquilibré le couple, c'est ces 8 ans où on ne peut pas réellement dire les choses telles qu'elles sont. Aussi bien vous que lui, au lieu de... Alors lui, il continuait à cacher la réalité, peut-être par culpabilité, enfin j'en sais rien, ou peut-être parce qu'il par l'acheter. Et vous continuiez à mettre ça sur le tapis alors que vous saviez de toute façon. C'est ça, exactement. Là, on est sur la 2e blessure de l'adultère, et celle-là, elle est absolument pas obligatoire. C'est la blessure de la confiance, du mensonge, de la tromperie. C'est-à-dire que on n'aura pas de débat aujourd'hui, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse sur est-ce qu'on doit dire ou pas dire. Mais quand un des deux découvre quelque chose, a des intuitions, commence à interroger, je trouve que le mensonge là est inutile. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans tous les détails, qu'il faut tout dire, loin de là. Mais ne pas prendre l'autre pour un con ou une conne. Voilà. Vous, quelque part, c'est presque plus blessant, plus humiliant. Quelque part, c'est presque comme si vous disiez non, mais tu n'importe quoi, t'es complètement folle, t'inventes des trucs, tu délires, ben voilà. Plutôt que juste de dire, alors c'est pas facile, je reconnais que d'avouer sa faute, c'est pas facile, mais au moins on est sur quelque chose qui va permettre derrière d'avoir un dialogue, de s'expliquer, de dire bon ben voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà pourquoi, voilà. Mais si on nie, déjà le temps d'obtenir la réponse. Toutes les réponses derrière vont être compliquées, et dans la reconstruction, j'entends souvent les couples me dire oui, mais il a été capable de me mentir pendant 6 mois, comment je peux lui faire confiance aujourd'hui? Et ce mensonge, il va souvent empêcher la possibilité de reconstruction. Voilà.
Mais c'est voilà. Oui, en tout cas, ce qui est évident, c'est que pendant 8 ans, il y avait ça entre vous, hein. Et quand il y a ça entre nous, il n'y a plus nous. Il n'y a plus nous. Il n'y a plus nous, là, tout à fait. Donc, nous n'avons plus eu de sexe à ce moment-là. À partir de ce moment-là, je lui ai demandé de faire un test de dépistage du sida, parce que pour moi, ça me semblait absolument indispensable. Puisque je sais très bien mais j'imaginais parfaitement bien qu'il n'avait pas mis de protection, c'est pas le genre. Donc, si c'était avec des prostituées, je crois que souvent elles se protègent quand même. Elles se protègent. Bon. Enfin, pas toutes évidemment, mais dans l'ensemble. Et il n'a pas voulu faire le test. Le premier jour, quand il a fini par me dire que oui, ça s'était produit, il était dans la piscine, truc machin, m'a donné quelques détails, mais très peu, et que le lendemain, il s'est rétracté en me disant mais non, je t'ai jamais dit ça, t'as fabule, t'es une folle, donc voilà. Et là, à ce moment-là, non, il n'y avait plus lieu pour lui de consentir à faire un test, quoi. Donc moi, ce qui est idiot, parce que même s'il vous avait pas trompé, il pouvait aller faire le test. C'est ce que je lui dis. Je lui ai répondu. Je lui ai dit si t'as pas, tu peux le faire. Mais en fait non, et il a jamais voulu le faire. Et pour moi, c'était une façon de m'avouer qu'il l'avait pas fait, de me faire comprendre qu'il l'avait pas fait. En tout cas, ce qui est curieux, c'est que pendant ces 8 ans, vous n'avez pas eu envie d'aller régler ça devant un thérapeute, devant un sexothérapeute, parce que ça aurait peut-être pu quand même. Il n'aurait peut-être pas voulu. Alors avec lui, non, ça n'aurait pas été possible, ça c'est sûr. Et toute seule, j'ai fait un petit peu de MDR par rapport à ça, parce que j'avais beaucoup de colère. Voilà, ça m'a aidé à apaiser ma colère. Mais en fait, ça ne nous a pas empêché d'aller, d'arriver au bout. Et puis moi, ce que j'entends, vous voyez, Catherine, pourtant vous avez vécu 30 ans ensemble, et ce que j'entends, c'est quand même un couple qui dysfonctionnait, parce que pour en arriver à être aussi têtus l'un que l'autre, ça montre bien qu'il y avait quelque chose qui, de toute façon, était déjà mort, quoi. Oui, il y avait déjà, oui, bien sûr, des fêlures dans le couple, ça c'est sûr et certain. Et après cette période-là, donc avec ce qui s'est passé, j'ai découvert aussi, mes enfants ont découvert qu'il était inscrit sur les sites de rencontres, Femmes Mûres et choses comme ça. Donc voilà, donc c'est ce qui a fait qu'à la fin, j'ai dit il y a 2 ans, j'ai dit bon, c'est terminé, j'arrête tout, quoi. Donc voilà, j'avais plus confiance, on n'avait pas du tout remis de sexe dans notre couple depuis 8 ans, et puis là, si je me suis dit, je crois surtout, Catherine, que vous ne l'admiriez plus du tout, et que vous n'aviez plus du tout envie de continuer votre vie et de terminer votre vie avec cet homme-là. C'est ça. Et que je dirais presque, excusez-moi, peut-être que si ça vous convient pas ce que je dis, je m'en excuse, mais je pense que au fond, c'est même pas ce qu'il a fait qui vous a fait le partir, c'est la manière dont il a réagi. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. C'est ce manque de respect, ce mensonge. Oui. Et puis de toute façon, on peut lâcheté, on peut rien reconstruire si rien n'est reconnu. Pour construire, il faut déjà reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Donc je pense que lui voulait rester sur un statu quo, dans une lâcheté à ne pas reconnaître. Et voilà, donc effectivement, il n'a pas donné de chance au couple. Je ne juge pas ce qu'il faisait, mais c'est la manière dont il réagit qui est... Il vous a donné aucune chance, en tout cas. Et c'est là-dessus que je mets l'accent, en fait, c'est que je me dis que déjà de le dire et de le reconnaître, oui, on a tous le droit de faire des erreurs. Après, on peut en discuter, ça convient, ça convient pas, mais déjà de le reconnaître, quoi. C'est une forme de respect, ce que vous disiez tout de suite, c'est une forme de respect, quoi. Et je me suis pas sentie respectée du tout, quoi. Et ça a été, pour moi, ça a été le début de la fin. Eh ben, vous vous êtes respectée et vous l'avez quitté. C'est absolument. Merci beaucoup, Catherine. Merci de ce témoignage. Et alors, vous le savez sans doute, Philippe, dimanche, c'est
La fête des mères. Absolument, et c'est pourquoi j'ai le plaisir sur Sud Radio de vous offrir ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de leventàlafrançaise.com. Et oui, c'est une manière élégante de célébrer sa maman. Ce sera donc un bracelet qui est avec une finition dorée, fabriqué en France, confectionné à la main et qui résiste à l'eau avec l'initiale du prénom. Donc si vous voulez recevoir ce bracelet, vous appelez le 0826 300 300 et vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble sur leventàlafrançaise.com. Avec Philippe Arlin, aujourd'hui, nous parlons de l'infidélité et comment retrouver une sexualité harmonieuse après un adultère. Vous souhaitez témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Philippe Arlin, je vais parler de la perception du monde, parce qu'il y a dans ce Love Conseil 4 manières de percevoir le monde. Alors, physiquement, par nos sens, essentiellement, par notre corps, évidemment. Intellectuellement, on l'entend bien, ça aussi. Émotionnellement. Et puis une 4e manière qu'il ne faut pas négliger et qu'on néglige peut-être un peu trop souvent, spirituellement. Et c'est d'ailleurs cette 4e manière qui souvent donne du sens à notre existence. Et c'est pourquoi c'est important de pas trop oublier cette 4e manière de percevoir le monde. Et alors donc on a tous cette capacité à le percevoir, le monde, de ces 4 manières. Et bien sûr, on va plus ou moins privilégier l'une ou l'autre. Il y a des personnes qui vont être très intellectuellement en train de regarder le monde, d'autres plus émotionnellement, etc., etc. Alors en fonction de sa nature, bien sûr, mais aussi en fonction de son éducation, de la culture. Il y a des cultures où on va plutôt favoriser le physique, d'autres cultures l'intellect, etc., etc. Donc l'intérêt, je trouve que c'est de prendre conscience de notre fonctionnement, de notre conditionnement, et puis éventuellement d'essayer de modifier un petit peu pour être un peu plus équilibré sur ces 4 manières de voir le monde. Et puis peut-être ça peut être un beau sujet de conversation avec notre partenaire. Comment tu vois le monde, toi? Est-ce que tu le vois plus physiquement, émotionnellement, intellectuellement ou spirituellement? Et malgré nos différences de vision, ça peut être un vrai sujet de communication. Ça peut être un vrai débat et ça peut être vraiment une base aussi pour mesurer nos différences. Parce que quelquefois nos différences, c'est simplement un regard que l'on porte justement sur le monde, donc sur la vie, pas placé au même endroit et qui peut provoquer effectivement des incompréhensions. Si on est dans l'émotionnel ou dans l'intellectuel, on va pas du tout avoir la même lecture de ce qui se passe. Par exemple, pour parler d'amour, si on est plus physique, on va avoir besoin d'être touché. C'est ça qui fait que l'autre nous tient à nous. Si on est émotionnel, on a besoin de s'entendre... de s'entendre dire, d'avoir des gestes, des choses qui provoquent cet émotionnel. Émotions. Si on est intellect, on a besoin des paroles. Si on est spirituel, on a besoin de donner du sens à son couple. On peut avoir les 4. C'est mieux. En tout cas, un peu des 4 quand même. Oui, un peu des 4. Un peu des 4. Et justement, est-ce qu'il y a adultère quand on partage un de ces 4 avec l'autre? Un autre ou une autre? Eh oui, on en revient à ça, évidemment. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Émilie. Mon problème, moi, c'est un manque de libido avec mon partenaire actuel. En fait, donc, il y a 2 semaines, en avril, je l'ai fréquenté pendant 2 semaines et après je l'ai quitté parce que j'en avais marre en fait. Quand il voulait du sexe et que moi je voulais pas, je disais non, mais il continuait quand même. Et donc voilà, au bout de 2 semaines, j'en ai eu marre et donc je l'ai quitté et pendant à peu près 2 semaines. Et ensuite, on a beaucoup discuté. Il m'a dit qu'il était prêt à changer, il voulait que ça recommence. Donc j'ai décidé de lui donner une nouvelle chance. Et maintenant, effectivement, je respecte mon nom. Et quand voilà, si jamais il me caresse à des endroits où je ne veux pas, je dis non, il arrête, donc tant mieux. Cela dit, maintenant que je lui redonne sa chance, je me rends compte que j'ai plus de libido avec lui, j'ai pas de désir, alors que quand je suis à la maison, je peux en avoir, et là non. Donc je me demandais si je pouvais avoir des conseils. Alors, je pense que tout est lié à son attitude et un petit peu à la notion de rattrapage que vous lui avez accordée. C'est-à-dire que cet homme, vous l'avez désiré,
fort au début, j'imagine. Là, vous vous êtes senti non respecté, ce qui est le cas, hein, puisque quand vous disiez non, il n'entendait pas. Donc, je pense qu'il y a une partie de vous qui se protège et continue à se protéger, même si aujourd'hui vous avez bien discuté, il y a quelque chose dans votre corps qui n'est toujours pas rassuré, qui n'est toujours pas dans la confiance et qui fait que le désir en sa présence ne s'exprime plus. Il y a comme, il alors, je ne veux pas dire une peur, mais il a cassé quelque chose. Vous êtes devenu, alors encore une fois, pas intellectuellement, puisque comme vous nous le dites, hein, vous avez discuté et trucs, mais vous n'avez pas fait passer le message à votre corps, en tout cas. Et votre corps, lui, il s'est pas senti respecté, il continue à ne pas se sentir respecté. Comme si émotionnellement, vous avez été tellement déçu que vous croyez plus beaucoup à cette histoire. Oui, c'est vrai que pendant les 2 semaines on se fréquentait au début, et de nombreuses fois je lui ai expliqué non, ça veut dire non, voilà, tant que je te donne le feu vert, etc. Plein de fois, et visiblement il n'y avait rien à faire, donc oui. Et puis du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre désir, en gros, ça veut dire que c'est son désir à lui, indépendamment du vôtre. C'est-à-dire que votre désir, il pesait pas. Donc, vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui vous dit que votre désir existe, mais que lui, il tient compte que du sien. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que votre désir s'exprime? Alors, vous pouvez le retrouver, mais il va falloir faire un travail de réconciliation, y compris entre vous et vous, par rapport à cet homme, parce que je pense que là, vous avez juste mis votre désir sur silencieux. Oui, c'est vrai. Même d'ailleurs, des fois, puisqu'il insistait, je cédais et je me disais comme ça, j'aurais la paix. Et après, je m'en suis beaucoup voulu. Oui, c'est rarement une bonne raison de faire l'amour. Mais est-ce que au fond, c'était vraiment sexuellement très très bien avec lui? Alors, quand j'avais du désir en même temps que lui, oui, c'était très bien. Oui, mais là vous parlez de votre envie et de votre désir. Moi, je parle de la relation sexuelle. Est-ce que c'était réellement très satisfaisant? Ce qu'on faisait, oui, ça me plaisait. Pour moi, c'était satisfaisant, et pour lui, ça l'était moins parce qu'il a forcément envie d'une pénétration, et moi, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà. Ah donc là, on a aussi un autre indice. Je pense qu'il y a une incompatibilité. Il me semble. Je pense que cet homme vous plaît, donc au niveau du discours, il arrive à vous séduire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui colle pas dans le fait d'accorder vos corps. Et encore une fois, c'est ça qui fait que il y a une partie de vous qui n'a pas envie. On perd l'envie quand on a mal, on perd l'envie quand on n'est pas respecté, on perd l'envie quand tout compte fait, c'est pas épanouissant pour nous. Notre envie, elle s'adapte. On va avoir envie de remanger quelque chose parce qu'on a trouvé ça bon. Au même titre, si là, ça n'a pas été jugé de qualité dans le sens pas forcément compatible avec votre sexualité, ça explique largement la perte de désir. Parce que là, on entend bien, Émilie, vous n'avez pas envie d'être pénétrée, et lui, à mon avis, c'est un peu son obsession. Même si aujourd'hui, il a accepté de mettre ça un peu de côté pour pouvoir vous retrouver, mais vous avez bien au fond de vous-même la sensation que s'il pouvait, il essayerait de vous pénétrer. Et donc ça peut expliquer aussi votre panne de désir. Oui, parce que pour lui ça a l'air indispensable, oui. Ça l'est peut-être pour lui. Voilà, faut pouvoir entendre que pour lui ça l'est. C'est respectable aussi, mais c'est respectable aussi que vous n'en ayez pas envie. Donc, comme le dit Philippe, c'est quand même un petit peu incompatible. Donc c'est une relation qui est quand même plus ou moins vouée à l'échec. Et votre perte de désir, finalement, c'est votre inconscient qui parle là. Oui, c'est il me semble, vraiment, mais bien sûr, c'est votre corps vous dit, moi, pas plus que ça, quoi. De toute façon, il faut que je reste sur mes gardes, parce que sinon, il va en profiter. Et puis, Vous savez, si dans un rapport, vous devez toujours être vigilante à savoir si vous avez besoin de dire non ou truc, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le rapport, vous n'êtes pas détendu. Et c'est au-delà du fait qu'ils l'entendent ou qu'ils ne l'entendent pas. Dans un rapport sexuel, ça serait bien de ne pas avoir besoin de dire non, quoi. Oui, c'est vrai que c'est mieux quand c'est harmonieux. C'est pas que c'est mieux. C'est normal. Ça devrait être la base. Voyez, donc il vous plaît peut-être sur plein d'autres points,
mais il y a une incompatibilité sexuelle. Alors, est-ce qu'elle peut se discuter et se rétablir? Pourquoi pas, hein? Ah oui, non, mais c'est il juste faut... un constat de la situation d'aujourd'hui, pas du tout une condamnation sur l'avenir. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose à mettre au diapason entre vous deux, sur le plan sexuel. Et quand ça sera au diapason, vous inquiétez pas, votre désir, il sera là, il reviendra, il trouvera toutes les raisons. Voilà. À vous mettre au diapason. Oui, si ça se remet au diapason. Voilà. D'accord. Bien, vous avez les infos maintenant, à vous de voir. À vous de jouer. À vous de jouer. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas, merci. Merci. Et je crois que nous avons notre gagnante. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à Monsieur Philippe. Bonjour. Philippe Arlin qui est avec nous, parce que Monsieur Voilà. Philippe, ça fait trop sérieux là. Bah oui, mais Ou ça les fait émissions, tenancier de maison. les émissions sont tellement intéressantes qu'il y a du respect, quoi, voilà. Ah, vous avez raison, on peut respecter mes invités, ils sont tous formidables. C'est ça. C'est vrai. Alors Béatrice, ben bravo, hein, vous avez appelé, vous avez gagné, c'est bien, et vous savez... Oui, je suis contente, merci beaucoup. Donc vous allez recevoir ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de levent-à-la-française.com. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la lettre initiale de votre choix. Donc vous choisirez quoi comme lettre initiale? Et le B, la mienne. La vôtre, parce que vous n'avez plus votre maman? Ben si, mais je vais dire que c'est la fête des mamans et mes enfants... Vous êtes maman aussi. Ah ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Et puis c'est une très belle initiale, le B. Hein. Oui, il paraît. C'est une très belle initiale. Eh bien, écoutez, bravo Béatrice. Et puis, on continuera bien sûr encore demain à vous offrir un bracelet. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr. Si vous avez envie de témoigner, que vous ayez été infidèle ou que vous ayez subi l'infidélité, on vous attend sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. On évoque l'infidélité et nous donnons la parole à Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Et ben voilà, moi, mon mari, enfin mon ex maintenant, m'avait trompée il y a 20 ans. Et oui, bah, ça a été les premiers temps, moi je voulais le reconquérir, hein, parce que je l'aimais. Donc c'est vrai que moi ça a été au niveau sexualité. Oui, je pensais à l'autre, ça c'est certain. Mais c'est vrai que j'en voulais plus à la femme que à mon mari. La rivale, voilà. Hein, ça c'est un fonctionnement intéressant aussi, parce que parfois on en veut à celui qui nous a trompés et parfois on en veut à la rivale, ce qui est une manière justement de ne pas en vouloir aussi à celui qui a aussi sa... Le pauvre petit qui a été victime de cette rivale. C'est ça. Oui, après, voilà, c'est vrai que je disais que c'était elle qui avait tout fait, mais lui était bien aussi complice jusqu'au jour où j'ai découvert que c'est lui qui lui avait envoyé des mails et que c'était de sa faute à lui, en fin de compte. Mais à ce moment-là, peut-être que vous vous êtes protégé, ça aurait été trop douloureux pour vous de voir les choses de cette manière-là. C'était plus facile de mettre tout sur le dos de la rivale. Bon, après... C'est la version qui vous avait servi, lui ? Lui, il s'était innocenté en disant « Mais moi, j'ai rien fait, elle m'a dragué et j'ai succombé à son charme. » Oui, mais même je lui demandais ouvertement « Tu me trompes ?»« Non, je te jure, voilà. » Jusqu'au après. Non, mais quand il vous parce que la question de Philippe, c'est quand il vous avoue, quand il vous le dit, est-ce qu'il s'est réfugié derrière le fait que c'était elle qui l'avait séduit? Ah oui, bien sûr, les hommes. Je m'excuse, mais les hommes sont pas du tout. Pas de généralité sur ce sujet. Je vous assure non, alors, je vous assure que non. Et puis j'ai vu l'inverse largement. Ah, mais certainement qu'il y a des femmes aussi qui mentent. Hein. Mais il n'y a pas de souci. Mais oui, non, il n'a pas du tout été j'oserais, Isabelle, j'oserais dire, puisqu'il y a longtemps, donc je peux me permettre de vous le dire, peut-être qu'il y a aussi, quand on est avec quelqu'un qui va voir ailleurs, on a peut-être, nous aussi, une toute petite part de responsabilité aussi, c'est jamais 100%. Ah, mais tout à fait.
Ah, mais je ne mets pas les torts à 100% sur lui. Hein. Ni sur elle. Aussi, hein, parce que... Oui, ni sur elle. Enfin, si, sur elle, si. Sur elle, allez. Si, sur elle, si. Allez, ouais. Mais non, mais moi aussi. Vous savez, quand les petits sont petits, c'est compliqué. Il y a tout. Il y a Bien sûr. l'argent, le couple, la famille, il y a tout. Donc oui, mais moi, j'étais pas dispo. Et puis attendez, j'étais Isabelle, maman on a le droit de pas avoir trop envie de faire l'amour pendant quelque temps. Hein. C'est pas Tout à fait. c'est pas une faute, mais c'est une responsabilité. Ouais. Mais je l'ai tout à fait assumé de ce côté-là, parce que moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça sans doute pour ça aussi que vous lui avez pardonné. D'ailleurs. Tout à fait, oui. Bon, après, moi, je travaille beaucoup sur moi de ce côté-là, mais oui, je lui ai pardonné, moi, maintenant. Bon, il a recommencé, hein. Et c'est pour ça que c'est terminé aujourd'hui. Mais voilà. Mais je sais que. Alors, il a oui, recommencé, mais vous n'étiez peut-être plus très amoureuse. Ah, mais tout à fait. Moi, ça a Donc, attendu 10 ans. Ouais. Voilà. Après, ça me dérangeait plus. Voilà. Et on pourtant, a vous le divorcé, quittez. Ah oui, je l'ai quitté. Oui, parce que pendant ces 10 ans, je l'ai désaimé. J'ai mis 10 ans à le désaimer. Ça, c'est sûr. Oui, mais ça n'a peut-être rien à voir avec l'infidélité. C'est-à-dire qu'on voit là, et votre témoignage est intéressant parce que justement, il montre aussi qu'on est amoureuse et donc on met ça sur le dos de la rivale et on est capable de pardonner. Après, quand on est un peu moins amoureuse, ça peut être un bon prétexte pour partir. Enfin, pour mettre fin au couple. Certainement. Oui, certainement. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que dans votre témoignage, me semble-t-il, l'infidélité, elle a bon dos, mais finalement, c'est pas tellement ça qui a joué. Elle est déclencheur, mais elle n'est pas responsable. Elle est déclencheur. Ça sert de nécessité de regarder les choses en face, et c'est comme ça qu'on interroge mieux son sentiment. Et quand le sentiment disparaît, là, elle devient raison valable à quitter l'autre. Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Et finalement, son infidélité vous a peut-être aidé à retrouver votre liberté. Je sais pas. Ah, mais je le remercie. Hein. Vous savez, je les remercie tous les deux. Hein. Pas tous les jours, mais presque. Non. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix en moi, la sérénité. Et c'est parfait. Est-ce que je les remercie. Vous avez refait votre vie? Vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes heureuse? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai rencontré personne. Oui, j'ai eu des aventures, mais pas quelqu'un pour construire une vie. Mais ça vous convient? Non, j'aimerais rencontrer la bonne personne à qui je convienne et à qui mais alors, c'est quoi la bonne personne? Pas qu'on ait les mêmes points d'intérêt. Voilà. Je vais me permettre de corriger votre phrase et vous allez voir, ça change tout. Dites-moi. Vous dites, je n'ai pas rencontré la bonne personne. Là, c'est singulier, ça veut dire qu'il n'y en aurait qu'une. Et le problème, c'est comment on va faire. S'il n'y en a qu'une, il faut la trouver. Je vous propose, je n'ai pas rencontré une bonne personne. Et vous allez voir, ça va vous rendre énormément de liberté, parce que bonne personne, ça veut dire quelqu'un qui vous respecte, avec qui vous partagez toutes ses valeurs. Mais si vous dites là, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne. Et souvent, ça bloque parce que vous avez eu votre grand amour et après, vous allez vous dire, c'était peut-être lui et du coup, c'était... Voilà. Vous avez raison. Et puis, il y a le là qui est quand même aussi un peu contre le le. Hein. Oui. Oui. Non, juste une bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un avec qui je peux faire des choses chouettes. Et des bonnes personnes, il y en a plein. Oui. Il faut les trouver. Je vous conseillerais même de dire, j'ai pas rencontré le bon compagnon. Ça serait peut-être encore mieux. Un bon compagnon. Oui, pardon. Un bon compagnon. Vous avez raison, Philippe. Bon, j'ai pas rencontré encore un bon compagnon. J'exagère là parce que je joue avec les mots, mais si vous prenez le temps de réécouter ce que ça dit, c'est vraiment important. Non, vous exagérez pas, c'est très important. Cette nuance-là, c'est l'homme de ma vie. Waouh. Un homme avec qui je fais ma vie. Ça ouvre des portes, ça donne de la liberté. L'autre, ça condamne. Parce que si c'est l'homme de votre vie et que vous avez 40 ans et que vous l'avez rencontré, vous n'avez plus le droit à rien, là. Ça y est, c'est bon. Vous l'avez eu, vous ne l'avez plus. D'accord. Bon, donnez-vous de la chance. Merci, c'est très gentil. Et alors, est-ce qu'il faut absolument qu'il soit fidèle, du coup? Alors ça, oui, c'est obligatoire. Voilà.
mais ça passera pas, sinon. Bon. Oui. Et alors signalez-le assez vite au début, parce que c'est quand même un sujet qui n'est jamais discuté. Alors encore une fois, je suis pas pour qu'on en parle de manière trop... Enfin, c'est pas non plus pas un le sujet... premier jour. Pas le premier jour, certainement pas. Si. Non, Moi, pas si, moi, si. Hein. Non, moi, alors ça, pas. c'est, à mon avis, c'est une erreur, le premier C'est jour. pas la priorité. Ah, si. Oh Pour là moi, là. si. D'abord, ça voudrait dire que le premier jour, vous êtes déjà sûr de vous engager totalement avec cet homme, ce qui n'est pas forcément le cas. Au début, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas très bien où on va quand même. Hein. Même si on pense avoir rencontré un bon compagnon, mais on n'est pas, enfin je veux dire, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Il faut quand même quelques mois pour être sûr de vraiment vouloir s'engager. Et puis il y a d'autres valeurs que la fidélité. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais Oui. il y a d'autres valeurs que la fidélité. La fidélité en fait partie, mais j'ai envie de dire, si on devrait reprendre l'image de la corbeille de mariage, il n'y a pas que la fidélité qu'on va mettre dedans, parce qu'un espèce d'abruti qui vous tabasse et qui est fidèle, ben c'est pas très intéressant. Bon, donc. Tout à fait. On va mettre quand même des valeurs de couple, donc une bonne personne qui partage vos valeurs et qui, s'il partage vos valeurs, il n'y a même pas besoin de le dire, il partagera la fidélité, puisque parmi vos valeurs principales, il y a le respect et la fidélité. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc je vais formuler autrement mes demandes. Voilà, et moi je mettrais à la place du mot fidélité, je mettrais le mot loyauté, qui me paraît plus important, parce que... Qui est plus juste. La fidélité, c'est fidèle, à quoi on est fidèle. C'est ça, c'est très difficile à définir et du coup c'est piège. Donc, vous voyez... La loyauté, oui, est importante, oui. Et puis la loyauté, si on est loyal l'un envers l'autre, en principe, tant qu'il y a quelque chose de vraiment fort dans le couple, la fidélité, elle va de soi. Et puis après, s'il y a des... Bon, parce qu'on est ensemble depuis très très longtemps, on va rester loyal vis-à-vis de l'autre, et donc on fera pas n'importe quoi. Mais il pourra y avoir du désir parfois qui circule ailleurs, sans que ce soit... sans qu'on devienne moins loyal. Oui. Vous voyez ? Oui, et puis, dans loyauté, il y a le respect, il y a le partage, il n'y a pas le mensonge. La confiance. Oui. Il y a tout. Ça, tout à fait, oui, ça englobe beaucoup de choses, la loyauté. Mais la loyauté demande d'être adulte. Et c'est ça qui est compliqué pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que c'est une société est compliquée à être une bonne société, parce qu'il y a quand même tellement de gens qui ne sont pas adultes, donc qui ne sont pas loyaux. Et qui sont toujours en train de vouloir que les autres fassent les efforts, mais eux... Oui, ça c'est oui. Voilà. Et c'est toujours la faute de l'autre. S'il y a quelque chose à retirer de votre expérience, c'est sortir de « c'est la faute de l'autre ». Ça a été la faute de la maîtresse ? Non. Non. Il y a eu deux acteurs dans cette histoire. Il y avait la maîtresse et votre mari. Et vous ? Et vous d'ailleurs. Et donc voilà. Ça, on n'est plus juste quand on arrête de mettre la faute sur l'autre. Merci Isabelle, en tout cas, de votre témoignage, parce que là aussi, il a été très très éclairant pour tous ceux qui nous écoutent. Donc merci de nous l'avoir confié. Alors, on va continuer évidemment après les infos à réévoquer toutes ces questions d'infidélité, parce qu'on voit bien que dans les témoignages qu'on a, on a beaucoup de choses qu'on peut éclairer pour tous ceux qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas, on continue bien sûr. Et puis j'ai une petite devinette pour vous. Quel est le comble d'une fuite urinaire ? Philippe Arlin, ne me regardez pas comme ça. La réponse est très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Nous parlons de l'infidélité aujourd'hui avec Philippe Arlin et comment retrouver le désir après un adultère. Vous voulez participer à l'émission ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Excellent après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est toujours avec nous. Vous êtes sexothérapeute. Alors je rappelle, Philippe Arlin, vous êtes sexothérapeute et c'est une vraie bonne raison d'aller voir un sexothérapeute quand il y a une infidélité. Et je dirais même que c'est assez bien d'aller le voir assez rapidement. Alors pas le jour de la découverte, parce que pas avant de le faire non plus. Quoique si, ça peut être. Oui, non, mais bien sûr, mais à condition qu'on soit vraiment prêt à y réfléchir. Voilà, mais c'est important.
important parce qu'il y a tellement de choses à dire et qui sont tellement mal dites ou tellement non-dits dans le couple. Et de présupposer. Donc, c'est important de comprendre, de poser des mots sur ce qui se passe. Voilà, parce qu'on l'a bien vu depuis tout à l'heure, tout ce que ça cache de mauvais raisonnements, parce que forcément ça touche l'estime de soi, la confiance en soi, toutes les émotions. Donc forcément, on n'est pas très rationnel par rapport à l'adultère. Alors, quel est le comble d'une fuite urinaire ? Je n'ai pas trouvé. Vous allez voir, la réponse est très drôle. C'est faire son mea culpa. C'est joli. C'est très joli. On est d'accord. Mais alors, c'est une fuite urinaire masculine, alors. Oui. Ouais, quoique. Bon, non. Quoique. Faire son mea culpa. Oui. Voilà. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous, Bonjour. Valérie. Alors, allez-y, on vous écoute. Ok. Alors, je suis avec quelqu'un depuis maintenant 14 ans. Oui. Et au bout d'un an et demi, il m'a trompée. Ça a duré environ 2 ans. C'est moi qui ai découvert l'histoire. Et depuis cette période-là, nous avons une sexualité chaotique, mais depuis environ 2 ans maintenant, il ne se passe plus rien. Voilà. Et il ne se passe plus rien parce que quand je l'interroge, il fuit. Il ne veut pas non plus voir de psychologue. Et il ne se passe plus rien parce que je pense que je ne suis pas son type de femme physiquement. Mentalement, oui, mais pas physiquement, apparemment. Alors que... Mais au début de votre relation il y a 14 ans, est-ce que votre sexualité était épanouissante, harmonieuse, fréquente ? Non. Donc dès le début, c'est une relation qui s'est installée sur autre chose que la sexualité. Oui, voilà, sur autre chose. Autre chose, c'était les valeurs communes comme la famille, tout ce qui est écolo au niveau des restaurants, de la nourriture. Oui, ce qui est déjà beaucoup de choses. Et vous avez eu des enfants ensemble ? Non, pas du tout, non. C'est une deuxième partie de ma vie. Non. Oh, okay. Et très vite, il y a eu cette personne qui est rentrée dans notre vie, qui était mariée, plus jeune que lui de 13 ans. J'ai lié une amitié avec elle, donc ça a été une double trahison en fait. Ça c'est sûr, oui. Et quand j'ai découvert l'histoire, il a continué à la fréquenter. Et puis à un moment donné, j'ai mis un ultimatum et puis ils ont arrêté de se voir. Mais ça laissait des cicatrices. Moi, j'ai fait une psychothérapie. Donc ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Mais depuis, il ne se passe plus rien. Voilà. Et je trouve que j'ai 58 ans, que je suis jeune et que je suis plutôt bien en fait. Donc... sans doute, et on vous donne tout à fait raison, Valérie. Il y a pas. Et puis même puis même comment dirais-je, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est bloqué. Quand j'essaye de lui en parler, il se ferme encore plus. Quel âge il a lui ? 58 aussi. Est-ce qu'il pourrait avoir des problèmes d'érection ? Non. Ok. Non. Mais c'est difficile, Valérie, de vous dire excuse-moi, je ne te désire pas parce que tu n'es pas mon type de femme. En fait, il me l'a pas. Enfin, disons que quand j'arrive à le coincer, c'est arrivé quand on fait des longs trajets en voiture. Ça remonte à 2 ans en arrière. Et là, il était coincé dans la voiture et je l'ai poussé à bout et il a lâché le morceau. Et il a aussi dit à un ami à lui, j'ai surpris la conversation. En gros, textuellement, elle est super, mais c'est pas mon style. Voilà. Oui. Et ça, c'est difficile de vous le dire sans avoir le sentiment qu'il va vous blesser, alors que quelque part, c'est pourtant quelque chose qui devrait se dire. C'est quelque chose qui devrait se dire, et puis faut pas en faire une fatalité, ça se travaille. Enfin, en tout cas, cette notion-là, c'est aussi une notion derrière laquelle on se réfugie, mais c'est une notion qui peut s'approfondir. Il faut comprendre.
Disons qu'il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons et il y a des solutions. Enfin, il y a vraiment moyen. Pas forcément, mais en tout cas, il faudrait déjà comprendre ce que ça signifie quand il vous dit, quand il dit ça. Si, sérieusement, il y a des solutions. Tout dépend de la manière et la motivation qu'on utilise pour rentrer dans un rapport sexuel. C'est-à-dire oui, que... mais si charnellement, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, je suis désolée, Philippe Arlin, quand il y a un problème de peau, ça s'arrange pas. On n'aura pas forcément envie, mais il y a quand même plein d'élans où on a envie de faire l'amour et il y a plein de moments où c'est pas le corps de l'autre qui génère le désir, c'est notre envie de faire l'amour. Et donc, il y a quand même beaucoup de couples qui fonctionnent très bien en n'étant pas la motivation l'un de l'autre. Il y a moyen d'arranger. Ça ne sera jamais une sexualité épanouie. Voilà. Mais le problème, c'est que vous l'avez dit au début, c'est qu'il veut pas consulter et qu'il a visiblement pas envie qu'il y ait de solution. Et puis ce qui est important quand même dans votre témoignage, Valérie, c'est que dès le début, c'était comme ça. Oui, voilà, dès le début. Et moi, j'ai pensé que je pouvais faire changer la donne, et lui aussi, certainement. Mais non, en fait, il y a comme une incompatibilité, mais au-delà de tout ça, il n'y a pas non plus de tendresse, il n'y a pas non plus de baiser, il n'y a pas non plus... Vous savez, Valérie, ça va de pair, hein, quand il n'y a pas, quand il y a pas l'envie d'avoir envie avec le corps de l'autre, on n'est pas tellement dans l'intimité. Ce que j'entends bien, moi, c'est que vous êtes deux êtres qui sont très très amis. Oui. Ça ressemble plus à de l'amitié, de la fraternité. Et donc, c'est peut-être à voir. Alors après, moi, je crois que la vraie question qu'il faut vous poser, est-ce que vous avez envie de garder cette relation et puis peut-être à ce moment-là d'être un couple plus libre ? Pourquoi pas? Ou est-ce que vous voulez vraiment former un couple alors non, parce que moi, ça fait partie de mes valeurs, la fidélité. J'arriverai pas à le gérer. J'ai déjà eu beaucoup de mal à digérer tout ça. Et il y a aussi autre chose. Non seulement il n'y a pas de désir, et je pense qu'il n'y en aura pas, mais il y a aussi une façon qu'il a de... surtout en société, d'envoyer des paroles blessantes. Ça, c'est un manque de respect, ça. Oui, ça va au-delà, il vous dévalorise. Oui, mais pourquoi faire ça? Au contraire, il devrait plutôt être plus aimable pour compenser. Je pense, Valérie, que dans votre couple, à un moment donné, il y a eu une lutte de pouvoir et qu'il a l'impression que vous avez pris le dessus, hein, et donc il vous dévalorise devant du monde pour se rehausser. Ce qui est encore une fois une preuve infantile, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Il sent impuissant par rapport à vous, donc comme si il avait l'impression que vous aviez pris le pouvoir ou quelque chose, et donc il vous rabaisse pour se redresser devant vous. Mais c'est terrible, parce que d'abord, ça ne le redresse pas du tout. Au contraire, vous allez l'admirer encore moins. Au plus il va vous rabaisser, moins vous allez l'admirer. Et moins vous allez l'admirer, plus il va vouloir vous rabaisser. Donc, vous voyez, on est mal barré. Hein. Et quand on tient à quelqu'un à son style de vie, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se faire soigner? Pourquoi est-ce qu'on a ce blocage? C'est inconsciemment, c'est pour tout faire capoter? C'est pour accélérer que je dise non, j'arrête? C'est parce que il n'a pas envie de se voir tel qu'il est, donc il continue à croire qu'il va bien, et que si ça va pas bien, c'est peut-être de votre faute. Puis c'est cette idée de vouloir tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de perdre ce qu'il a avec vous, mais il n'a pas envie de se refuser autre chose. Pourquoi il renoncerait à quelque chose qui lui va bien, tout compte fait? Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans sexualité à 58 ans, quand on est un homme? C'est possible? Oui, déjà tout est possible. Là, je pense que vraiment on ne peut pas faire de généralité. Et puis il y a des hommes qui considèrent que la masturbation leur suffit. La sexualité est un sujet tellement vaste, il y a tellement de possibilités de la vivre qu'on ne peut pas dire qu'il n'ait pas de sexualité. Il n'a peut-être pas d'interaction avec quelqu'un d'autre sur le plan sexuel, donc ça par contre c'est effectivement un questionnement, mais voilà. Mais est-ce qu'il est très très écolo, Valérie? Non, c'est juste, vous voyez, par exemple, au lieu d'acheter de la viande au supermarché, on va plutôt sur les marchés. D'accord, mais ça c'est plutôt une bonne hygiène de vie.
Oui, Bon, non, parce que parfois, quand on est très dans un style de vie, un enfermement, merci du mot, Philippe Arlin, on peut aussi être dans un enfermement par rapport à la sexualité, qui est quand même une preuve de bien-être et de liberté. Hein. Oui, du coup, c'est plutôt moi qui dois changer, en fait, puisque... changer, ou vous interroger sur pourquoi vous restez, vous, dans ce couple. Voilà, c'est ça. Trouver les vraies réponses. Si vos réponses sont qu'il y a des bonnes raisons d'être en couple, je crois que... voilà, mais si ces bonnes raisons disparaissent de plus en plus au fur et à mesure que vous réfléchissez dessus, je pense que c'est vous qui devrez prendre la décision. Moi, je conseille dans ces cas-là de prendre le temps, Valérie, parce que c'est toujours avec le temps qu'on sait s'il faut partir ou si on reste. Et puis, vous pouvez, en attendant, faire la liste des raisons qui font que c'est mieux de rester et les raisons qui feraient que c'est mieux de partir. Et puis vous l'écrivez sur une feuille, sur un tableau, et puis vous laissez décanter, et puis dans quelques temps, vous regardez, et puis vous verrez si vous cochez d'autres cases. Ou s'il y en a qui s'effacent. Vous voyez ? D'accord, très bien. Mais je remercie de m'avoir écouté tous les deux. Mais non, c'est nous, je vous en prie. Merci Valérie. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez également consulter par Zoom. On n'est pas obligé d'habiter Poitiers pour vous voir. Vous pouvez également consulter à distance. Et c'est quand même un des avantages de la Covid. On a découvert que ça marchait très bien, les consultations. Oui. Vraiment, et ça, surtout dans notre domaine. Oui, bien sûr. Franchement, dans le domaine de la sexothérapie et du travail de couple, c'est parfaitement fonctionnel. On retrouve Sonia maintenant. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Alors votre témoignage est intéressant parce que donc vous, c'est vous l'infidèle, comme on dit. On vous entend mal, Sonia. Bon, on va essayer de régler les problèmes de son. Voilà, on a retrouvé Sonia, c'est bon ? Je bouge plus. Vous bougez plus. C'est bon pour moi. Bon. Enfin, si vous avez bougé, si j'ai bien compris. Un petit peu, mais pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je plaisantais, je disais vous avez bougé dans votre couple. Ah oui, pardon. Oui, complètement. Et ça m'a perturbé, vraiment perturbé. Donc, jamais j'aurais pensé. Bon, donc vous êtes en couple depuis pas mal de temps. On va pas donner le nombre d'années, c'est pas la peine de donner trop de détails. Vous avez été donc infidèle, mais vous n'avez rien dit. Il a jamais rien su, c'est bien ça ? Non, il n'a jamais rien su. Il a eu des doutes. Parce que voilà, il y a eu des doutes. On vous perd. On vous repère à nouveau. Je ne sais pas si on peut arriver à trouver une solution pour qu'on vous entende bien. Ou alors c'est exprès qu'on brouille le message. Ça doit être ça. Vous êtes censuré. Vous êtes censuré, ça doit être ça. Mon réalisateur ne supporte pas votre témoignage et il vous censure. C'est pas bien ça. Il ne faut pas avoir de jugement comme ça. Oui, Sonia, allez-y. C'est mieux ? Non, il continue à vous brouiller. Non, il ne veut pas que vous témoigniez. Alors, ça c'est intéressant, en tout cas le témoignage de Sonia. On va essayer de voir si on peut l'entendre mieux. Je continue quand même à penser que les femmes sont plus malignes pour arriver à être infidèles sans que ça se sache. Ah, mais je confirme. Vous confirmez, Oui. Alors, ça vient de cette fameuse intuition féminine où ça devient peut-être, ça vient aussi de l'histoire des femmes qui ont été obligées de... Ce secret, il s'est transmis... Ah, c'est mieux, oui. Voilà, je bouge plus, alors je suis dans le jardin. Très bien. Bon, je me permets juste de terminer de répondre à Brigitte. Oui, les femmes ont bien plus l'art du secret que nous les hommes. La parole des hommes, elle a toujours été publique. On a un peu tendance à rendre public ce qu'on fait. Le fait que la parole des femmes a été tenue beaucoup plus secrète, elles ont appris à faire dans l'ombre. Et tant mieux parce que ça crée une vraie qualité de discrétion. Parce que je pense que c'est important d'être discret. Quoi qu'il arrive, non pas discret
pour le faire à tout prix, mais en tout cas, si on le fait, d'éviter de blesser l'autre. Absolument. Et puis dans le témoignage qu'on entend, qu'on essaye d'écouter, moi je pense que encore une fois là, le couple va bien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller faire découvrir quelque chose qui et d'ailleurs il m'a semblé à demi-mot entendre que Sonia apporte un petit peu son fardeau aussi, et c'est là où on peut aussi aller le déposer chez le thérapeute, le fardeau, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de raison de se sentir coupable forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un crime. Hein. Ah, mais il n'y a pas de crime. Sonia, vous êtes là ? Non, elle n'est plus là. On l'a perdue. Non, mais bien sûr que non, il n'y a pas de crime. Et je pense que il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui donc ne nous blessent pas. Et les savoirs feraient plus de mal que de bien. Je pense que la vérité, la transparence a énormément de limites et que effectivement, il y a peut-être des choses qui méritent pas d'être partagées. Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien de les avoir fait, mais je dis que c'est pas la peine d'aller bousiller le couple en essayant de le dire, ou par acte de culpabilité, ou par... Et d'ailleurs, très souvent, quand on est découvert, c'est un acte manqué réussi. Oui, c'est-à-dire que très souvent... Je pense qu'on cherche à être découvert. Il y a une sorte comme ça d'oubli, comme par hasard, on oublie une note d'hôtel dans sa poche, alors qu'on sait très bien que quand la femme met le pantalon dans la machine à laver, elle fait les poches. Justement, si on est capable de ce genre d'acte, c'est pas la peine de mentir derrière. Il y avait un truc en nous qui voulait le dire, donc autant le dire et ne pas mentir et ne pas nier pendant 6 mois. C'est parce que je trouve que ça ne fait absolument jamais avancer les couples. Cette période de mensonges, quand de on négation. Est pris la main dans le sac. Oui, voilà. Bien sûr. À partir du moment où soit on est discret, et on est vraiment discret, et la vie continue, et on se rend compte que ça ne nuit pas au couple, ça n'a pas nuit au couple, soit on n'a pas su être discret, et si l'autre se doute de quelque chose, le respect de l'autre. C'est pas que l'autre se doute, l'autre est sûr de quelque chose. Oui, en plus, c'est de répondre, et puis... on essaye et on en parle et on essaye de passer au-delà. Alors, on a Jean-François qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jean-François. Moi, mon témoignage est le suivant. Je voulais dire que ça peut aussi arriver aux hommes. Voilà. Moi, le 7 janvier 2018, j'ai madame qui m'a dit, voilà, c'est fini. Voilà, j'ai trouvé un nouveau père et une nouvelle famille pour mes enfants. Voilà. Donc ça a duré 12 ans et donc à partir de là, évidemment, j'ai commencé à chercher ce que j'avais jamais fait avant. Donc j'ai regardé en effet un peu sur le téléphone, sur les mails, aidé par mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, 10 ans et 11 ans à l'époque. Et donc, comment ça a aidé par vos enfants ? Disons qu'il fallait le mot de passe. Donc mon fils, il connaissait un peu les mots de passe de sa mère que même moi je connaissais pas, vous voyez. J'étais pas surveillé. Madame, je faisais confiance. Oui, mais je comprends bien, mais je suis pas fan de demander de l'aide des enfants pour aller fouiller dans le portable de leur mère. Hein. Oui, c'est vrai, je comprends, mais il fallait que je connaisse la vérité. Non, mais attendez, moi je vais pas je vais pas vous condamner. Je dis juste ce que je me sens obligé de dire vis-à-vis de. Ça, moi non plus. Je vous rassure. Dans ces moments-là, encore moins. Pas de souci. Alors là, vous avez raison, monsieur. À ces moments-là, c'est difficile de rester courtois. Voilà. Alors malgré tout, je le suis resté parce que pour arriver à ces fins, alors je condamne même pas madame, ni ce monsieur qui avait aussi une épouse et 2 enfants. Je les condamne même pas. J'en veux davantage à la République. Donc je dis République d'ailleurs, parce qu'il y a la SE qui est derrière et qui pousse. Donc là c'était madame, mon ex-épouse, à aller voir une avocate et à faire en sorte on dirait qu'ils vantent le fait de briser les familles, l'État. Voilà, ça leur fait plaisir. C'est-à-dire, vous étiez prêt... non, mais c'est elle qui, de toute façon, voulait partir, si j'ai bien compris. Ah oui, tout à fait. Mais si l'État n'avait pas été derrière pour l'aider, jamais... Alors évidemment, il y a les copines au travail, mais l'État était bien là derrière, la SE,
vous savez. Pour expliquer, si, il n'y a pas de problème, vous avez une avocat gratuite, on va vous aider, on va faire tout ce qu'il faut pour dégager ce monsieur. Donc, ils ont trouvé tous les moyens possibles. Je passais par... Oui, mais attendez, là, c'est votre femme qui vous a... Enfin, qui s'est servi, qui a manipulé l'État, sans doute en prétendant que vous étiez un mauvais mari, ce qui semble pas être le cas, semble pas être le cas du tout. Donc, on peut pas accuser l'État de venir en aide à des femmes qui sont maltraitées, même si j'entends bien que vous n'étiez absolument pas en train de la maltraiter et qu'en effet, elle a essayé je suppose, d'avoir la garde des enfants, etc., etc. Vous avez tout compris. La garde exclusive, sachant qu'elle a oui, j'entends. À 500 mètres de chez moi. Mais c'est pas contre l'État qu'il faut être en colère, c'est contre elle. Je vous réponds. J'en veux à l'État parce que comment dire ça, j'en veux à l'État parce que vous allez nous expliquer. Il aide. Oui, et puis c'est pas l'État de s'occuper des affaires des familles. C'est compliqué, vous savez. Alors c'est compliqué, mais en même temps, heureusement que l'État est là. Il faut quand même pour protéger parce que les enfants. Alors écoutez, Jean-François, vous restez avec nous. On se retrouve après le Sexo Conseil, et puis vous allez nous expliquer. Et puis j'entends votre colère. Elle est tout à fait respectable parce qu'elle traduit bien sûr un sentiment de trahison qui est tout à fait compréhensible. On se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sud Radio. Le Sexo Conseil. Alors on va parler des 3 coups, Philippe Parlin. On n'est pas au théâtre, mais c'est une méthode pour améliorer la capacité à se retenir afin de ne plus éjaculer n'importe comment. Certains sexothérapeutes, je ne sais pas si vous le faites, la préconisent, cette méthode, et elle vient du Tao, de l'art d'aimer. En fait, l'homme doit, durant le coït, donner 3 coups brefs, et puis ensuite un coup long et profond. Et au fur et à mesure, en se concentrant, il apprend à mieux se contrôler, et tout en respirant profondément lors du coup lent. Et il paraît que si on s'entraîne régulièrement, on obtient à coup sûr, enfin si je puis dire, des résultats spectaculaires. Alors bien sûr, ceux qui ne sont pas concernés par le plaisir rapide peuvent également essayer cette méthode puisque ça améliore les performances sexuelles. Donc en fait, 2 coups rapides, un coup lent qui oblige à se concentrer et à éviter le côté nerveux des coups de rein qui sont souvent assez fréquents chez ceux qui ne savent pas se retenir. Et puis la respiration profonde durant le coup lent qui permet de se relaxer en profondeur. Vous êtes... Non, pas du tout. Bon, c'était pour ça que je l'ai fait avec vous, ce Sexo Conseil. Mais c'est une technique qui fonctionne, mais c'est pas... Voilà. C'est pas miraculeux. Voilà, puis je pense que chaque sexothérapeute a aussi sa sensibilité et ses propres pratiques. Moi, j'aurais tendance à penser que certains de mes patients qui souffrent d'éjaculation précoce ne seraient pas capables de mettre en place ça, et que s'ils étaient capables de le mettre en place, ils ne seraient plus éjaculateurs précoces. Ça demande déjà un certain contrôle, d'être capable de faire des coups rapides. Ça permet d'améliorer ses performances. Ah, bien sûr. Donc c'est au moins ça. Ah, mais c'est un bon exercice. D'accord. Voilà. Les 3 coups. Jean-François, excusez-nous, on vous a un petit peu fait patienter. Donc, on en était donc avec le fait que votre femme donc s'est servie de l'État pour obtenir la garde des enfants, le divorce, etc., etc. Oui. Je voulais juste dire une chose, je suis assez d'accord avec Philippe, parce que je pense que, oui, quand on est, ça c'est aussi un peu mon cas, quand on est un peu, éjaculateur précoce, c'est vrai que c'est pas évident de mettre en place des techniques, mais bon, c'est vrai que pourquoi pas, Il a raison, moi je suis assez d'accord avec lui. D'accord, bon moi je m'écrase, 2 hommes contre moi. Ah non, c'est pas ça, faut pas... Non, mais je plaisante. Oui, donc revenons. Donc elle a donc pris un amant, si j'ai bien compris, avec lequel elle avait envie de vivre. Le patron, là où elle travaillait, tout simplement. Oui, ok. D'accord. Et donc elle dit qu'elle veut vous quitter, et vous vous doutez qu'il y a quelque chose, et c'est comme ça que vous découvrez qu'en fait il y a quelqu'un d'autre, quoi. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Voilà. Vous auriez préféré qu'elle vous dise, écoute, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, je préfère qu'on se quitte, quoi. C'est toujours mieux de dire la vérité. Ah, ça, je suis assez d'accord. Quand vous
dites que je suis assez quand les couples assez libérés, les séparations, les divorces, ok, très bien, ça marche très bien. Quand il n'y a pas d'enfants, à partir du moment où vous achetez une maison en commun, où vous avez des enfants, vous avez bâti quelque chose, vous avez bâti quelque chose. Là, c'est plus tolérable, parce que comme vous avez dit, elle avait 20 ans, donc elle était encore jeune. On peut dire c'était un raisonnement d'enfant. Moi, j'avais 30 ans, je savais ce que je voulais. Donc, mais à partir du moment où on fait un enfant, et même qu'on recommence, on en fait un deuxième, là, c'est plus acceptable. Non mais Jean-François, il y a une chose quand même qui est importante. Vous avez vécu donc un certain nombre d'années, au moins, on va dire 15 ans, puisque j'ai compris que vous aviez des enfants de 10 et 12 ans. Oui, vous avez vécu 15 ans ensemble, avec certainement une belle histoire, et puis elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Bon, c'est la manière dont elle s'est comportée qui est critiquable, mais ça c'est malheureusement la vie aujourd'hui. Voyez. Malheureusement, oui. Et après, ce qui est sûr, c'est que quand il y a de l'argent, donc une maison, et qu'il y a des enfants, les femmes peuvent être redoutables. Je ne sais pas dire. Et je suis... Alors, vous voyez, moi vous le savez, je crois, Jean-François, si vous écoutez, moi, je suis souvent du côté des hommes, et je trouve que la manière dont les femmes considèrent que c'est leurs enfants, et que de toute façon, l'homme ne payera jamais assez, alors que pourtant, c'est quand même elle qui vous quitte. Donc, je suis assez d'accord, et je comprends votre colère. Maintenant... La colère, je vous l'ai dit, encore une fois, c'est plus envers l'État. Parce que c'est légal, mais c'est légitimé par les psychologues, les assistantes sociales de la SE. Les femmes sont souvent très solidaires entre elles, de toute façon. Oui, mais il y a... Et je vous suis complètement dans ce que vous dites, mais il y a quand même un point, c'est... À partir du moment où son désir est de vous quitter, vous voudriez qu'on fasse quoi? Vous auriez voulu qu'il se passe quoi? Qu'on lui interdise de partir? Alors que l'État ne s'en mêle pas et qu'on règle nos problèmes entre nous déjà, pour commencer. Entre adultes. Voilà, entre adultes. Bon, et point 2, vous voyez, on trouve un accord à l'amiable, on va pas au judiciaire. Voilà, parce que ça coûte cher, ça crée plus de problèmes qu'autre chose et ça ne fait qu'envenimer la situation. Parce que là, ça s'est passé, comme je dis, il y a 7 ans maintenant, 7 bonnes années, et c'est compliqué de toute façon pour tout le monde, pour moi comme pour elle, et surtout pour les enfants. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que donc n'étant pas content, on est repassé devant le juge des affaires familiales. J'avais préparé mon dossier avec mon avocat, et finalement que je n'ai pas remis au juge, parce que j'avais bien vu que leur but c'était de retirer la garde des enfants à leur mère, et je voulais pas. J'entends bien sûr, Jean-François. J'entends bien que vous avez fait ce que vous pouvez mais je pense encore une fois, que c'est triste à dire, mais parfois tous les coups sont permis quand on veut obtenir ce qu'on désire obtenir. Et moi, je voudrais juste mettre une nuance, Jean-François, et ce qui ne veut pas dire que ce que vous dites n'est pas juste, mais quelquefois l'intervention de l'État, quand elle est juste, permet de trancher des situations quand les couples eux-mêmes ne sont pas capables d'y arriver. Parce que une entente à l'amiable, je suis d'accord avec vous, c'est de loin la meilleure solution. Mais est-ce qu'elle aurait été OK? Est-ce qu'elle n'a pas trouvé dans l'État ce qu'elle avait envie, elle? Voilà, c'est plutôt... Moi, je la responsabilise, elle. Je suis pas sûr qu'il y aurait pu y avoir un accord. Et quelquefois, l'État, et heureusement d'ailleurs, et c'est son rôle, va permettre de trancher des situations quand les deux protagonistes, en l'occurrence les parents, ne sont pas capables d'arriver à une solution et qu'au bout du compte, leur incapacité à y arriver nuit encore plus aux enfants. Oui, je comprends. Mais on ne peut pas juger correctement, on ne peut pas trancher quand on n'a pas les bonnes hypothèses de travail. Ah, mais ça, je suis d'accord. Toutes les hypothèses étaient tronquées. Et je pouvais à peine parler. Je ne pouvais rien dire. Donc c'était tronqué. Et donc c'est vraiment injuste. Et là, la justice, vous savez, c'est pas que sur ces affaires-là, c'est sur plein d'autres affaires. La justice est injuste. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens. Maintenant, on n'a plus le droit de se représenter seul.
Jean-François, je crois que la justice est beaucoup trop émotionnelle. D'abord parce que quand on va en justice soi-même, on est parfois trop saisi par l'émotion et du coup on n'est pas assez rationnel. Et quant aux juges, ils sont aussi des êtres humains avec leurs émotions. Donc tout ça est très compliqué. Ce que je trouve triste, c'est que encore une fois, j'entends comment vous souffrez aussi de voir vos enfants souffrir. Et ce que je trouve triste, c'est qu'elle ne se rend peut-être pas assez compte qu'elle a aussi fait souffrir ses enfants, alors qu'en effet vous étiez peut-être prêt à pouvoir parler avec elle et trouver un accord qui soit satisfaisant pour chacun. Je vais être honnête, je vais l'avouer, c'est parce que j'avais pas le choix. Voilà, donc quand on est obligé, on essaie d'être conciliant, on n'a pas le choix, vous voyez. Bon, je vais pas vous mentir que je suis parfait, loin de là, et que je n'avais pas des griefs importants, parce que pour moi, la famille, la fidélité, la loyauté, évidemment, et plein d'autres choses, sont des valeurs fondamentales. Voilà. Donc malheureusement, c'est courant parce que la société telle qu'elle est maintenant, jadis, il y avait le regard des autres, même des autres femmes, et si l'homme il la battait, si l'homme était alcoolique, là c'est justifié. Et je serais le premier à dire, je serais le premier à être féministe, voyez-vous, mais plus maintenant. Ce néo-féminisme qui détruit les hommes, mais qui détruit aussi les femmes. Oui, mais il faut pas passer d'un extrême à l'autre, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, je ferai lundi l'émission sur les hommes déconstruits. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Et on en parlera avec Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre et qui reçoit beaucoup de jeunes hommes totalement paumés. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Mais merci en tout cas, Jean-François, de votre témoignage et juste. Peut-être un peu plus de colère contre elle et un petit peu moins contre l'État, c'est tout, mais je comprends bien sûr. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe, vous avez reçu ce jouet, ce masturbateur vibration de la marque Blue Junket que l'on trouve sur concordelove.fr. Alors c'est une sorte de machin qu'on se met autour du pénis, hein, c'est ça Christophe ? Bonjour. Bonjour Christophe. Ouais, alors, le mot est juste, c'est un machin. C'est un machin, ouais. C'est encombrant, hein. Je trouve. Non, ça va ? Ça va, mais ça vibre fort hein, quand même, non ? Oui, une bonne vibration, ouais. Mais vibration et masturbation, pour moi, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même chose. Non, bah non. En fait, vous avez pas de clitoris, Christophe ? Et voilà, je me suis dit, tiens, ils m'ont pris pour une femme, c'est pas possible. Alors, je vais mettre une petite nuance, Christophe. Hein. Il y a vraiment des hommes, si vous leur posez ce type d'objet sur la verge, vous avez intérêt à vous reculer. Ah ouais ? Ah bah oui. Oui. Ah bah moi j'ai pas eu de recul. Hein. Alors, j'ai pas eu de recul. Alors, je veux juste préciser parce que c'est quand même intéressant. Faut savoir que il faut pas le mettre n'importe où. Il faut vraiment le mettre le plus près du gland possible parce que c'est au niveau du frein que les vibrations peuvent vraiment avoir un impact qui déclenchera l'éjaculation. Si on le met plus bas sur le corps du pénis, vous allez attendre longtemps que la pluie tombe. Mais d'ailleurs, il y a la forme du gland. Hein, oui. Il faut vraiment aller au bout. C'est censé stimuler le frein. D'accord. Voilà. Okay. Ouais, je crois que je me suis approché du frein, mais vous n'avez pas osé. Vous avez freiné avant. Certainement. Non, à mon goût, bon, c'est pas sexy. Non, ça c'est pas sexy. Je suis bien d'accord. C'est vrai. À aucun moment, j'ai eu quoi que ce soit. Donc bon. En plus, à un moment donné, ça s'arrêtait plus. Donc rendez-le-moi. J'ai attendu que la batterie soit totalement. Vous avez pas réussi à l'arrêter, vous voulez dire, mais pas. Vous l'avez pas gardé sur le. Vous pouviez l'enlever quand même. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Danger. J'ai pas été en danger. J'ai eu aucun sentiment. J'ai eu aucun plaisir. Bon, en tout cas, ça nous aura bien amusé. Ah bah oui, puis au moins c'est honnête. Voilà, une opinion franche. Oui, parce que voilà, j'écoute votre émission depuis longtemps. Il y a beaucoup de femmes vous mettez beaucoup plus de femmes en test que les hommes. Mais il y a plus de vibromasseurs pour les femmes que pour les hommes. Hein,
Et la preuve, c'est que vous n'êtes pas très satisfait. Vous dites que celui-là est pas sexy, mais si vous voyiez les masturbateurs les plus connus et les plus efficaces pour hommes, c'est des machines de guerre à côté. Hein. C'est des espèces d'énormes tubes avec des phénomènes de vide, de succion. Donc celui-là, il a l'avantage d'être relativement discret. Mais voilà, on entend votre jugement. Il est tellement discret qu'on le sent pas. Moi, je vous dirais, Christophe, si vous avez une compagne, vous mettez ça sur le doigt et vous l'utilisez en vibromasseur pour elle, ça fera le faire. Je le recycle. Bah oui, je pense qu'il se recycle très bien. Mais oui, il faut adapter. Hein, franchement, moi je pense que ça fera l'affaire. Ça serait top. Oui, moi je pense que vous pourrez tout à fait le recycler et madame sera très contente. Faites quand même laisser une fois sur votre frein. Oui, d'accord. D'accord. Je vous renvoie un techno s'il y a de l'effet. S'il n'y a pas d'effet, je ne rappelle pas. Si vous avez sali ou pas les draps, vous nous direz. Bon, alors. Pour le moment, je ne risque rien. Quelle note vous nous donnez à ce jouet moi, 0, mais parce que. Voilà. D'accord. Même une petite peur, me semble-t-il. Non, pas peur. Non, mais on ne peut même plus l'éteindre, donc c'est grave. Ah oui, j'ai essayé sur le tapis, il tournait en rond, c'était assez rigolo. On arrive à jouer pour enfants, mais non, faut pas le laisser aux enfants. Pour les chats. Pour les chats, oui. Bon, en tout cas, merci Christophe de l'avoir testé pour nous quand même. Et puis je rappelle donc ce masturbateur vibration Blue Junket à 36,90 €, mais 15% de réduction pour les auditeurs de Sud Radio. Si vous inscrivez le code Sud Radio 15, vous pouvez le retrouver sur le site concordelove.fr. Et alors celui-là, on va l'offrir à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Et pour ça, il vous suffit de vous inscrire sur Sud Radio. Et puis vous témoignez un jour dans l'émission qui vous convient. Et pour vous remercier, on vous l'envoie. On fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant avec Dominique qui nous rejoint. Demain, avec Philippe Arlin, nous aborderons la question de la pénétration. Est-elle assez préparée? Quelles sont les douleurs qui surviennent et comment les éviter? Venez participer à l'émission et appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Je rappelle également que vous pouvez faire des thérapies par Zoom pour ceux qui seraient intéressés. Et puis on parle aujourd'hui de l'infidélité. On va conclure avec Dominique qui nous rejoint. Bonjour Dominique, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Donc vous êtes en couple depuis 8 ans, c'est ça? Exact, tout à fait, oui. Oui, je suis en couple donc et dès le début de notre couple, en fait, c'était une histoire assez spéciale. Donc j'ai aménagé et donc mon compagnon m'a aidé au début, on va dire, à aménager chez lui. Et puis il avait prévu un voyage à l'étranger. Donc il est parti pendant mon aménagement chez lui à l'étranger. Donc je me suis retrouvée dans son logement toute seule. Et lui, donc, a vécu son voyage. Et j'ai compris à son retour, en fait, et pendant son voyage, j'ai compris qu'il avait une relation avec une des personnes qui partageait ce voyage. Voilà. Mais il est parti avec cette personne ou pour rejoindre ou il l'a rencontré pendant le groupe? Oui. Il l'a rencontré pendant le voyage, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, parce que c'est pas la même chose que de partir volontairement, de vous mettre chez lui et puis alors qu'il sait qu'il va être avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un après avoir pris la décision de s'engager avec vous. Oui, c'était pas ça. C'était effectivement pendant le voyage, donc. C'est quand même bon. C'est quand même douloureux, évidemment. Je suis pas en train de minimiser votre souffrance, Dominique. Oui, c'était douloureux puisque, comme j'expliquais, en fait, je venais d'aménager, j'ai laissé ma maison et du coup, je n'avais plus aucun moyen de retranchement. Je pouvais plus partir, faire marche arrière. Oui, c'est horrible parce que vous engagez, vous lâchez tout et puis vous vous retrouvez sur du sable mouvant en quelque sorte. Voilà. Et quand il est revenu, donc, il avait prévu qu'on se fasse un voyage en Irlande.
Donc on est parti en Irlande et pendant ce voyage, en fait, il n'arrêtait pas de faire des échanges de SMS. C'était en se cachant, mais bon, les SMS, ça bing, ping, ping. Ouais. Donc je voyais bien le comportement. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais où on va, quoi? J'étais vraiment perdue, en fait, perdue. On se connaissait pas, en fait. Hein. C'était vraiment, on se connaissait pas. Et l'histoire a continué comme ça. Voilà, on a appris à se connaître, se découvrir. Mais vous aviez quand même des relations sexuelles ensemble ou pas? Ça a été difficile. C'était quelqu'un qui, en fait, on va dire, était sexuellement en difficulté. Il m'a avoué que pendant 5 ans, avec son ex-femme, il n'a pas eu de relation. Et en fait, il était éjaculateur précoce. Donc, on va dire avec la patience, il est arrivé à retrouver une confiance en lui, voire, je dirais même rattraper le temps, et je le trouvais même un peu trop addict au sexe, chose qui me dérangeait parce que je me retrouvais pas dans cette sexualité-là, ne me convenait pas. Et quand on est parti, on a fait plusieurs petits séjours, ou à l'étranger, quand c'était possible pour lui, il se mettait tout nu, quoi. Voilà, donc toujours un besoin, voilà, de ressentir ces sensations. En fait, chercher des sensations, si c'était dehors avec le soleil, l'air. Et pour moi, ça devenait de plus en plus difficile, hein, parce que je comprenais pas. Enfin bon, voilà. Et par la suite, donc on a continué toujours notre relation de couple, on est toujours ensemble, mais bon, c'est en déclin à mon goût. Il a eu une relation aussi avec sa locataire, hein, voilà, et toujours avec un certain dédain. Quand il est investi dans la relation avec la personne, moi je n'existe plus ou je suis là, mais bon, voilà. Et je lui ai fait comprendre aussi qu'il a eu cette relation, toujours dans le déni, en fait. Toujours dans le déni. Donc mais revenons à vous. Qu'est-ce qui vous donne envie de rester? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'être pas très bien traité quand même? Oui, en fait, j'ai demandé une thérapie de couple. Il a accepté, mais à reculons. Donc il y a eu 3 séances et j'ai vu que ça n'apportait pas grand-chose. Et ce qui m'a fait rester, c'est qu'en fait, j'attendais un peu le retour de mon fils qui était chez son père dans une situation très 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 délicate. Et il était dans, on va dire, un sale état. Donc en fait, je me disais, là, on peut l'accueillir et il peut se reconstituer, on va dire. Donc vous restiez pour que votre fils ait un toit, en quelque sorte? Oui, oui. D'accord, donc c'est parce que financièrement c'est compliqué pour vous? Oui, très. Mais c'est une vraie, attendez, c'est une vraie raison. C'est une vraie raison, Dominique, il n'y a pas à en avoir honte, ou c'est même courageux, parce que c'est difficile de rester dans ces conditions-là. Oui, de composer comme ça, j'avoue que les nuits sont un peu blanches. Mais oui. Parce que je me disais, Et puis là, en fait, j'ai vraiment envie de partir. Je lui ai annoncé, mais bon, il l'entend pas trop. Et il va changer de métier. Je pense que là, en changeant de métier, des choses vont se poser aussi. Enfin, ça va bouger. Alors, écoutez, Dominique, on est en fin d'émission, mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire. À partir du moment où on reste pour des questions financières, matérielles, ce que je trouve très bien aussi, parce que c'est plus intelligent de se respecter matériellement parfois que sentimentalement. Eh bien, il faut vous dire que vous êtes libre dans votre tête et que vous le faites pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. D'autant plus que vous le faites aussi pour votre fils. Et donc, essayez d'être un peu plus indifférente sur la manière dont cet homme vous traite, parce qu'au fond, vous savez pourquoi vous êtes là et vous vous respectez. S'il ne vous respecte pas, c'est son problème. Vous respectez. Est-ce que je suis claire ? Oui, j'entends très bien. Et là, en fait, je pense que mon fils grandit bien et je lui ai exposé la situation et il entrevoit son autonomie qui fera aussi la mienne, quoi, en fait, même si ça va être très difficile pour moi, mais bon. Bon. Mais Philippe, je pense que c'est ça, il faut se respecter, il faut toujours savoir pourquoi on est là. Exactement, ce sera C'est vraiment très important et c'est ce qui permettra de se reconstruire justement après
un adultère ou autre. C'est très important. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Arlin. On se retrouve avec vous demain. Et on abordera un autre sujet qui fait polémique aujourd'hui dans les relations hommes-femmes, la fameuse pénétration. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan.